C'est une histoire de pouvoir, d'amour, de meurtre et de chevaux. C'est une héritière, la fille d'un richissime marchand d'armes américain. Il est argentin et c'est un joueur de polo reconnu. Il aurait menacé de l'accrocher par les pieds, de la tuer, puis de la regarder se vider de son sang. Essayait-elle de nous influencer pour nous faire croire que c'était lui le méchant? Il manipulait les gens, il les harcelait mentalement pour les tourmenter. Deux mondes aux antipodes. Un drame qui se noue derrière les portes d'une riche demeure familiale et un seul survivant pour le raconter. L'une était richissime, l'autre ne possédait rien. C'était le désastre assuré. À la demande de Vanity Fair, la journaliste Judy Bachrach a enquêté en profondeur et sur le terrain afin de faire toute la lumière sur l'affaire Susan Cummings. Yes, I need to report a shot man and he's dead. Where? In Ashland Farm. 10 minutes après l'appel, la police arrive sur les lieux. Ashland Farm est une impeccable propriété de 140 hectares. Il s'agit de la demeure de Susan et Diana Cummings. Nous sommes au cœur de l'opulente région de Hara de Virginie. Ici, la famille Cummings fait partie des plus fortunés. C'était une belle journée. Nous étions au cœur de magnifiques paysages de campagne devant cette somptueuse demeure. Ça dégageait une atmosphère coloniale. Quand le poste nous a transmis l'information, il était clair qu'une femme venait de tuer un homme. Je pensais que c'était un cambrioleur. Sean Walters est l'un des premiers policiers à arriver sur place. Susan Cummings, qui est à l'origine de l'appel, attend devant la porte d'entrée. Elle nous a dit qu'il y avait eu une bagarre, une sorte d'altercation entre les deux. Suzanne avait le bras gauche lacéré. Et les blessures saignaient encore. Elle avait l'air perturbée. Sa voix tremblait un peu, comme si l'adrénaline était encore présente dans son corps. Le policier entre par l'arrière de la maison. Il y avait un long couloir au bout duquel se trouvait une petite cuisine. Il y avait un pistolet sur le sol. Sa culasse était en position arrière, comme quand on a tiré toutes les balles. Il y avait 4 douilles. Dans un coin de la cuisine, j'ai pu voir un homme allongé, face contre terre, dans une large flaque de sang. La victime est Roberto Villegas, un joueur de polo professionnel de 38 ans. Originaire d'un village pauvre de la campagne argentine, Roberto vient de mourir dans un monde bien éloigné du sien. Roberto Villegas est né dans un milieu très pauvre. Il avait un niveau d'éducation très basique et il a dû se débrouiller par lui-même très jeune. Roberto quitte son village pour un emploi de palefrenier au service de joueurs de polo sud-américains. Il m'a dit que son père était mort et qu'il s'était battu pour pouvoir venir aux États-Unis et se faire une place dans le milieu équestre. Roberto a saisi une occasion de venir travailler aux États-Unis comme palefrenier pour un joueur de polo professionnel. Il travaillait dur. Il est également devenu un très bon cavalier. Donc, on a plusieurs fois fait appel à lui pour des remplacements. Il a fini par devenir l'un des joueurs les plus cotés de notre club de Virginie. C'était un très bon joueur de polo, très robuste. Il avait le talent, il ne ratait aucune balle. Excellent cavalier. Dans le très compétitif monde du polo, il y a les joueurs comme Roberto et il y a les propriétaires qui possèdent les chevaux et les terres. Les propriétaires embauchent des joueurs pros pour les intégrer à leurs équipes pour l'été. Nous l'avons engagé avec mon mari pour qu'il intègre notre équipe. Il vivait dans une annexe de notre propriété. Il laissait ses chevaux dans nos écuries. En 1992, Roberto intègre l'équipe de polo de Travis et Suzy Worsham pour 2 saisons.
Il était l'un des chouchous du public. C'était grâce à son sourire particulièrement communicatif. Les jeunes apprentis ne le lâchaient pas. Tout le monde l'adorait, tous aimaient sortir avec lui. Ils voulaient toujours jouer avec lui ou bien qu'il intègre leurs équipes. Comment Roberto, un homme si talentueux et si populaire, a-t-il pu finir sa vie sur le sol de la cuisine de Suzanne Cummings? C'est durant l'été 1995 que Roberto, 35 ans et célibataire, est présenté à Suzanne Cummings, 34 ans. Elle vit à Warrenton, une enclave de riches propriétaires à une centaine de kilomètres de Washington, D.C. Suzanne Cummings est née incroyablement riche. Son père, Sam Cummings, était milliardaire. Elle a grandi entre la Suisse et Monaco. Elle a fait les pensionnats privés en Suisse. En 1980, la jeune fille revient aux États-Unis et intègre l'université de Mount Vernon. Solitaire et distante, elle est l'une des jeunes femmes les plus riches de la région. Une ou deux saisons après avoir joué pour nous, Roberto l'a rencontrée au Great Meadow Polo Club. Elle était vraiment très calme, très réservée, presque timide. Suzanne n'exprimait pas ses émotions. En fait, elle n'exprimait rien. Elle ne souriait pas, elle ne riait pas, elle ne fronçait même pas les sourcils. Elle n'allait jamais aux fêtes. Elle restait chez elle. Le soir, dans son manoir, elle regardait les documentaires animaliers à la télé en mangeant des spaghettis trop cuits. Pourtant, le pimpant Roberto et la timide Suzanne se trouvent. Suzanne a vraiment commencé à s'intéresser au polo. Roberto lui a appris à aimer le jeu et elle a fini par former une équipe avec lui. Roberto a fini par amener ses chevaux dans ses écuries. Suzanne paie pour l'entretien des chevaux de Roberto. À la fin de l'été, ils passent de plus en plus de temps ensemble dans la propriété. Il est resté après cette première saison. J'imagine que cela signifie que leur relation devenait sérieuse. Roberto ne semblait pas se soucier de l'argent. Il ne semblait pas se soucier de sa stabilité financière, ni du lendemain, jusqu'à ce qu'il rencontre Suzanne. Là, les choses ont changé. Il avait de l'espoir. Personnellement, je n'aurais jamais présenté Roberto à Suzanne. Les deux étaient vraiment aux antipodes. Il était toujours partant pour tout, sympa, charmant, toujours souriant, très sociable. Suzanne, elle, je crois que je l'ai vue sourire une fois seulement. Ils allaient à des fêtes ensemble. Ils allaient à des matchs de polo. Ils étaient partenaires en affaires. Ils étaient partenaires amoureux. Elle rayonnait et elle est tombée amoureuse de lui. Mais je crois que Roberto cherchait quelqu'un qui s'occupe de lui. Suzanne était sa petite amie. Et pourtant, il parlait d'elle comme de sa mère. On n'appelle pas quelqu'un maman, sauf si vous voulez qu'elle vous entretienne. Pendant 1 an et demi, tous ceux qui les ont vus pensaient qu'ils formaient un couple heureux. Mais si l'on en croit ses déclarations, le 6 septembre 1997, Suzanne annonce à Roberto qu'elle met un terme à leur relation. Pour moi, il ne fait aucun doute que Suzanne a dit à Roberto « C'est fini entre nous. Tu vas devoir partir. Je ne veux plus te voir ici. Prends tes affaires, ton shampoing, ton peigne et va-t'en. » Ça ne fait aucun doute. Elle en a parlé à beaucoup de gens avant de lui annoncer. Le lendemain matin, Suzanne déclare avoir eu un choc en découvrant Roberto assis à la table de la cuisine. Elle lui a dit « Que fais-tu dans ma cuisine à manger un croissant ? Je t'ai dit que c'était fini. » Mais Roberto ne semble pas prêt à partir. Du moins, pas ce jour-là. Il doit participer à un important match de polo l'après-midi même, avec l'équipe nationale d'Argentine, et il est venu chercher ses chevaux.
Ils avaient prévu de se rendre ensemble à un dernier match de polo. Un match très important, très couru, avec du beau monde. L'ambassadeur d'Argentine, un général, du vin à volonté, la totale. C'était très important pour Roberto. Tout le monde veut porter les couleurs de son pays, surtout lorsqu'il s'agit de son sport favori. Suzanne a dit qu'elle était surprise et très en colère. Il insistait pour participer au match. Si quelqu'un vous disait, alors que c'est quelque chose d'important pour vous, « Non, tu n'iras pas à ce match de polo », je pense qu'il serait naturel que vous en éprouviez du ressentiment. Et je crois que ça a été le cas ici. Elle était assise de l'autre côté de la table. Roberto lui a saisi le bras. Elle dit qu'il a sorti son couteau à manche en nacre et qu'il l'a posé sur sa joue. Et puis, il a lentement fait glisser la lame vers son bras gauche. Il aurait tailladé son bras à plusieurs reprises. Elle lui aurait dit « Roberto, calme-toi. Personne ne va mourir aujourd'hui. Assieds-toi et calme-toi. » Et il se serait assis. Suzanne a déclaré qu'elle sentait qu'il allait de nouveau s'en prendre à elle. Elle nous a donné l'impression qu'elle avait eu peur pour sa vie et qu'elle avait dû agir pour se protéger. Elle a donc ouvert un placard où se trouvait un Walther semi-automatique. Et elle lui a tiré dessus à 4 reprises. Sean Walters est l'un des premiers policiers à arriver sur place. Et ses premières constatations le font douter. Entre le moment des coups de feu et l'appel à la police, il s'est passé environ 35 minutes. Elle dit avoir appelé la police immédiatement. Mais les preuves relevées sur place ne racontent pas la même histoire. Il s'est passé quelque chose dans cette cuisine, et ce que j'ai constaté ne correspond pas à ce qui nous a été raconté. Suzanne Cummings est-elle une victime innocente ou une meurtrière de sang-froid? Suzanne Cummings, riche héritière de 37 ans, vient de tuer son petit ami, le joueur de polo argentin Roberto Villegas. A frightened-looking Suzanne Cummings arrived at court for her bond hearing. She was arrested and jailed yesterday after she called 911 from her Ashland Farm estate to report a shooting. La jeune femme est rapidement libérée sous caution. 2 semaines plus tard, Judy Bachrach se rend en Virginie sur les lieux du crime. Elle vient enquêter sur le scandale qui a mis en émoi toute la communauté du polo. Elle est bien décidée à découvrir ce qu'il s'est réellement passé à Ashland Farm. Je me suis dit, c'est une histoire d'argent, de pouvoir, d'amour, de meurtre et de chevaux. Que rêver de mieux? Ashland Farms est un endroit magnifique. Lors de mon séjour là-bas, j'ai pu voir les chevaux gambader librement. Et j'ai pu rencontrer Suzanne Cummings. Elle était sur l'un des chevaux. Je lui ai demandé s'il s'agissait de l'un de ceux de Roberto. Et elle m'a répondu, « Madame, ce sont tous mes chevaux. » Suzanne assure qu'il s'agit de légitime défense, qu'elle n'avait pas d'autre choix que de tirer sur Roberto, qui était un homme violent qui avait menacé de la tuer. Elle a engagé Blair Howard, un avocat réputé de la région. Il a appelé toutes les personnes qu'il pouvait trouver et qui avaient le moindre grief envers Roberto. Et il ne faut pas longtemps pour qu'une histoire troublante ne fasse surface. 10 ans plus tôt, lors d'une fraîche soirée d'automne dans la ville de Naperville, dans l'Illinois, la police reçoit l'appel désespéré d'une femme paniquée. Margaret Bonnell sortait avec Roberto. Elle a découvert qu'il fréquentait, comme on dit, 2 autres femmes. Elle l'a découvert car elles se sont présentées à sa porte.
Ça l'a rendue très jalouse. Roberto assure ne pas savoir qui sont ces femmes. Mademoiselle Bonnell et Roberto se sont disputés. Quand les forces de l'ordre sont arrivées sur place, elles ont arrêté Roberto pour violence domestique. Elle a déclaré qu'il l'avait frappée et blessée. Quelques mois plus tard, la jeune femme revient sur ses déclarations. Roberto n'est pas poursuivi. Elle a déclaré « Ce n'est pas arrivé de cette manière. Il ne m'a pas vraiment frappée. Je voulais me venger parce que j'étais jalouse. Je suis désolée d'avoir fait appel à la police. » Elle s'est donc totalement rétractée. Mais Margaret n'est pas la seule à avoir eu une expérience troublante avec Roberto. Kelly Quinn, une ancienne fiancée, affirme que Roberto a commencé à se comporter de manière hostile lorsqu'elle a voulu le quitter. Kelly avait décidé qu'il était temps de le quitter car il n'avait aucune économie et qu'il tournait beaucoup autour des autres femmes. Elle pensait qu'il n'était pas un bon parti. Des témoins racontent à Judy Bachrach que Roberto, furieux d'avoir été quitté par Kelly, a commencé à la harceler. Il manipulait les gens. Il les harcelait moralement pour les angoisser, pour les tourmenter. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture avec un autre homme, Roberto l'a suivie. Il l'a dépassée et s'est mis en travers de la route pour l'empêcher de bouger. Elle a dû s'arrêter et elle a eu très peur. Elle l'a tout de suite signalé à la police. Kelly Quinn obtient une injonction d'éloignement contre Roberto. Mais comme Margaret Bonnell, elle reviendra plus tard sur ses accusations. Elle regrette de s'être plainte auprès de la police. Elle pense qu'il n'était pas violent et qu'elle n'aurait jamais dû signaler l'incident. Quand je le fréquentais, je n'ai absolument jamais vu Roberto agir autrement que de manière charmante. Il était extrêmement poli et prévenant envers toutes les femmes qui l'entouraient. Ses amis ne peuvent pas croire qu'il était un homme violent. Tout comme ceux qui connaissent Suzanne, ne peuvent imaginer que la timide héritière puisse être une tueuse de sang-froid. Lorsque je l'ai rencontrée, la première chose qu'elle m'a dite, c'est qu'elle était très méfiante vis-à-vis des gens. Elle se sentait plus proche des animaux que des êtres humains. Elle adorait les chevaux. Elle adorait les chiens errants. Elle avait un chat borgne. Elle avait un veau qui n'avait plus de mère et qu'elle avait nourri au biberon. Toute son affection, tout son amour, ou du moins une grande partie, était transférée sur ces animaux. Elle avait beaucoup d'animaux, oui, mais c'est la seule chose pour laquelle elle dépensait de l'argent. Elle ne dépensait rien en vêtements, elle ne dépensait rien en loisirs, elle ne dépensait rien en meubles. Elle ne dépensait rien. Il est important de comprendre que pour Suzanne, avoir de l'argent, c'est très différent de dépenser de l'argent. Elle n'aimait pas dépenser l'argent. Suzanne possède des millions, mais avec Roberto, on ne peut vraiment pas dire qu'elle soit généreuse. Il travaillait très dur à la ferme. Il a aidé à poser les clôtures, à nettoyer les écuries. Elle ne le payait pas. Je trouvais ça un peu étrange car il n'avait pas d'argent du tout et il en avait pourtant bien besoin. Je pense que d'une certaine manière, elle exerçait un contrôle sur Roberto via les finances. Elle ne le payait pas, en partie à cause de son manque de confiance en elle. M'aime-t-il parce que je suis riche ou parce que je suis quelqu'un de bien? Tout le monde tente de comprendre comment la timide héritière a réussi à tirer sur Roberto et à le tuer. Sauf ses proches, qui savent bien qu'elle a une très bonne connaissance des armes à feu. C'est une passion qu'elle a héritée de son père, Samuel Cummings, qui a fait sa fortune comme vendeur d'armes. Samuel Cummings is an international arms dealer and a major one. He's in our Washington newsroom. Good morning, Mr. Cummings. Good morning. I read that from your warehouses, you can stock 35 divisions of 10,000 men each. Statistically, that's probably correct. Il avait l'habitude d'offrir des Walter semi-automatiques plaqués or à ses clients préférés. Je crois que le sultan de Brunei en possède un. Suzanne a dit à ses amis qu'elle savait utiliser les armes, ce qui ne devrait surprendre personne vu qu'elle était la fille de l'un des plus grands marchands d'armes au monde.
Si j'avais su qu'elle savait tirer comme ça, je crois que je l'aurais prévenue, que je l'aurais mise en garde. Mais cette passion pour les armes à feu n'est pas l'unique secret de la jeune femme. Le 7 septembre 1997, la riche héritière Susan Cummings tue son amant Roberto Villegas à l'aide d'une arme à feu. Judy Bachrach est partie enquêter pour Vanity Fair. On lui raconte que Roberto, derrière son apparence aimable, était en réalité un homme possessif et dominateur, un homme violent, furieux de s'être fait rejeter. Mais plus la journaliste creuse l'histoire, plus elle réalise que personne à Ashland Farm n'est vraiment ce qu'il semble être, à commencer par la timide Susan. Les personnes que j'ai interrogées déclarent que c'était une femme très jalouse. Je crois que Susan pensait fermement qu'il suffisait qu'elle pose son dévolu sur un individu pour qu'il réponde positivement. Avant Roberto, des amis racontent que Susan avait justement jeté son dévolu sur un autre séduisant joueur de polo argentin, Jean-Marie Turon. Elle le rencontre pour la première fois au Great Meadow Polo Club. Il dirigeait notre école de polo. C'est donc la première personne qui a commencé à lui apprendre le polo. Jean-Marie Turon a remarqué que Susan s'intéressait à lui. À le croire, elle aurait développé une véritable obsession. Elle était obsédée par lui. Elle l'observait quand il enseignait à d'autres joueurs. Et lorsque c'était des femmes, ça la contrariait beaucoup. Elle ne voulait pas que d'autres femmes attirent son attention et vice-versa. Selon Jean-Marie, Susan aurait proposé de lui acheter des voitures, des remorques et même des chevaux. Mais il refuse. Jean-Marie était très professionnel et il ne voulait rien avoir à faire avec elle sentimentalement ou physiquement. Jean-Marie déclare que Susan a commencé à le harceler au début de l'été 1995. Elle se cachait derrière les remorques pour l'espionner. Elle s'en est même prise à certaines femmes en leur demandant de ne pas l'approcher. Jean-Marie et sa petite amie de l'époque déclarent tous les deux la même chose. Où qu'ils aillent, elle s'y trouvait. S'ils sortaient d'un bar, dans un restaurant, d'une manière ou d'une autre, Susan se rendait dans le même restaurant ou dans le même bar et lançait des regards mauvais à la petite amie, ce qui mettait celle-ci très mal à l'aise. Susan Cummings dément vigoureusement ces histoires. Jean-Marie affirme que Susan n'a cessé de le harceler que lorsqu'elle a rencontré Roberto Villegas plus tard ce même été. Jean-Marie était ravi. Roberto est arrivé, Susan est tombée amoureuse et elle ne s'est plus intéressée qu'à lui. À chaque fois qu'ils étaient ensemble, elle lui tenait la main. Elle restait constamment collée à lui. Elle n'a jamais fait confiance à une seule des personnes avec qui elle est sortie. Et elle ne supportait pas qu'il puisse regarder d'autres femmes. Les rumeurs sur la volonté de Susan de contrôler Roberto vont bon train et font le tour de la petite communauté. L'une des histoires qui circulent le plus concerne sa sœur Diana, qui vit elle aussi dans la propriété. Diana était allongée devant la maison. Roberto est passé devant et elle lui aurait fouetté les fesses avec une serviette. Apparemment, Susan est devenue folle de rage. Elle s'est précipitée à l'étage et lui a ordonné d'aller faire une sieste, d'aller se coucher. Elle était en colère contre lui, jalouse. Je crois qu'on peut affirmer que Susan était une personne très peu sûre d'elle. Très peu sûre d'elle. Les deux sœurs affirment que ce n'est jamais arrivé. Mais cette rumeur s'est répandue car c'est Roberto qui en a parlé autour de lui. Les amis sont d'accord sur une chose. Susan et Diana sont particulièrement proches. Ce sont bien plus que des sœurs. Elles sont nées jumelles. Elles étaient donc très proches avant même leur naissance. Les deux sœurs pourraient pourtant passer pour des étrangères, tant leurs différences sont flagrantes.
Diana et Suzanne sont de fausses jumelles. Elles ne se ressemblent absolument pas. Suzanne était calme, introvertie, timide. Diana, elle, était beaucoup plus extravertie. Elle avait plus d'amis, plus de personnes dans son entourage. Suzanne portait toujours un jean noir, un petit t-shirt et un pull léger. Elle ne portait jamais de talons hauts ni de jupe. Elle vivait simplement et elle s'habillait simplement. Absolument aucun bijou. Diana, elle, s'achetait des choses chères. Elle portait toujours de très belles jupes, des marques de luxe. Chanel était l'une de ses préférées. Suzanne et Diana emménagent à Ashland Farm en 1984, après que leur père l'ait acheté pour 1,4 million de dollars. Je crois que la superficie est de 140 hectares. Il y a un certain nombre de petites dépendances sur cette propriété, dont l'une était occupée par Diana. Ce qui est intéressant, c'est que Suzanne occupait la maison principale, la plus grande. Elle est remplie de bronze signé Remington. Ils ont beaucoup de valeur. La maison était très ancienne. Elle avait été bâtie juste avant la guerre d'indépendance. Elle était très bien conçue. Et elle était pleine d'armes à feu également. Ça a de quoi surprendre. La maison était magnifique, mais elle était très nue. La chambre de Suzanne était pleine d'animaux en peluche. C'était la chambre d'une petite fille. Et elle avait la trentaine quand elle a tué son petit ami. Je ne parle pas de sa sexualité, mais d'une certaine manière, elle vivait comme une nonne. Près d'1 an et demi après leur rencontre, Roberto fait une annonce surprenante. Suzanne aurait décidé de quitter sa propriété adorée pour se lancer dans une nouvelle vie avec lui. J'ai entendu dire que Roberto et Suzanne allaient se marier. Roberto a raconté à tout le monde qu'ils allaient créer une fondation de protection de la faune dans le Montana. Ça aurait coûté des millions. On pensait qu'ils allaient acheter des terres plus à l'est où ils allaient sauver des animaux en danger. Roberto s'était toujours imaginé qu'ils allaient se marier, qu'ils auraient des enfants, qu'ils seraient ensemble pour la vie. Mais si l'on en croit les gens qui la connaissaient, elle n'en avait aucunement l'intention. La mère de Suzanne m'a dit très clairement que c'était le rêve de Roberto, mais que c'était son rêve à lui uniquement, pas la réalité. Pour une femme aussi riche, se marier avec un homme sans argent, ce ne sont que des problèmes en perspective. Que se passe-t-il s'ils divorcent? Que se passe-t-il s'ils ont des enfants? À l'été 1997, le conflit entre Suzanne et Roberto prend de l'ampleur. Manquait-il quelque chose dans leur relation? Oui. Et cette chose, c'est l'égalité. Il n'y avait pas d'égalité entre eux. L'un d'eux avait tout l'argent, l'autre n'avait rien. C'est la tragédie assurée. Suzanne a dit à Deborah Rowe, l'une de ses amies, qu'elle allait mettre un terme à cette relation. C'est un homme qui ne possédait rien et qui pensait qu'il allait tout avoir. Quand de tels rêves s'effondrent, les gens deviennent fous. Elle avait peur, et elle avait des raisons d'avoir peur. Elle dit que Roberto la menaçait, qu'il avait menacé de la tuer. Suzanne confie à des amis qu'elle est terrifiée par Roberto. Mais ces menaces sont-elles réelles? Ou s'agit-il d'une excuse pour pouvoir l'assassiner? La très secrète et très riche Suzanne Cummings confie à ses amis qu'elle est terrifiée par son petit ami Roberto Villegas, un joueur de polo professionnel. En août 1997, elle fait une chose inattendue qui ne correspond pas du tout à son caractère. Elle se rend à la police. Suzanne s'est rendue dans le bureau du shérif. Elle a déclaré que Roberto faisait des crises de jalousie. Et elle a prévenu qu'ils étaient en train de rompre. Elle avait peur qu'il s'en prenne à elle physiquement.
Elle a déclaré à la police qu'il était imprévisible, qu'il était, de bien des manières, instable. Elle a dit qu'il menaçait de la tuer et de tuer sa famille. Il menace de me pendre par les pieds, de me tuer et de me regarder me vider de mon sang. Elle avait peur que Roberto ne la tue. Je pense que pour Roberto, l'idée que sa petite amie allait le quitter était terrifiante. Il parlait toujours de Suzanne comme d'une mère. Vous savez, quand les problèmes avec une personne que vous appelez maman s'intensifient, il faut clairement réévaluer la situation. L'idée qu'elle allait mettre un terme à son rêve de partir dans le Montana avec elle, qu'elle n'allait pas l'épouser, qu'elle n'allait pas avoir d'enfant avec lui alors qu'elle en voulait. La maman est devenue une étrangère. C'était la fin de ses projets de vie. Il a eu une jeunesse terriblement pauvre et dans son esprit, il allait retourner à cet état. Suzanne dit qu'il l'a menacé. Dès que la relation a commencé à se gâter, il a menacé sa vie. Serait-il passé à l'acte pour autant? Je n'en sais rien. Quand il a su ça, le shérif lui a dit qu'il fallait agir et demander une injonction d'éloignement afin de le maintenir à distance. Mais Suzanne décide de ne pas suivre les conseils du shérif. Je pense que quelqu'un qui a vraiment peur pour sa vie suivrait ses conseils sur le champ. Il s'en occuperait. Qu'il s'agisse d'une mesure d'éloignement d'urgence ou d'une injonction d'éloignement, quelle que soit la solution. Mais peut-être qu'il s'agissait d'autre chose. Peut-être essayait-elle de nous faire croire que c'était un méchant. L'accusation pense que Suzanne a planifié le meurtre de son petit ami des semaines à l'avance. Elle est allée voir la police 2 semaines avant pour déclarer qu'il menaçait de la tuer, de manière à préparer sa défense. Mais pourquoi la jeune femme irait-elle aussi loin pour se fabriquer un alibi? La police m'a dit « On pense qu'elle l'a tué par jalousie. C'est le mobile numéro 1. » 2 semaines avant sa mort, Roberto a été vu dans un bar en compagnie de l'une des amies de Suzanne. Roberto draguait ouvertement et a tenté de séduire Deborah Rose. Elle était jockey, une femme jockey. Ça ne lui a pas du tout plu. C'était une amie de Suzanne et elle n'a pas apprécié. Elle a senti, comme un bon nombre des femmes qui l'ont croisé, que ce n'était pas un homme fidèle, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Peut-être cherchait-il à rendre Suzanne jalouse, car leur relation se terminait. Ou bien il s'en fichait. Son tempérament de coureur de jupons a-t-il poussé Suzanne à vouloir sa mort? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était furieuse à l'idée qu'il allait jouer son match le lendemain ou si ce sont des mots qu'ils ont pu s'échanger, mais elle déclare qu'à un moment, il l'a menacée avec ce couteau qu'on a retrouvé dans la cuisine. Roberto avait l'habitude de porter un couteau à sa ceinture. La plupart des Argentins portent un couteau sur eux. C'est pour couper la viande. C'est une sorte de tradition. Les autorités ont très vite eu des doutes sur l'origine des blessures qu'elle avait sur le bras. Suzanne avait une dizaine de griffures. J'appelle ça des griffures car c'était très superficiel. Il n'y avait aucune entaille profonde. Suzanne avait ce que je considère être des marques de lacération très superficielles sur le bras gauche. Si je tiens le bras de quelqu'un et que je commence à lui entailler, comment va réagir cette personne? Elle va tenter de l'enlever. Les extrémités des coupures seraient donc irrégulières. Et ce n'est le cas d'aucune des marques sur son bras. Ces blessures auraient très bien pu être auto-infligées. Une autre chose intrigue les inspecteurs. Pourquoi Suzanne a-t-elle attendu plus d'une demi-heure avant d'appeler les secours? Le sang sur son bras était encore frais. Celui de Roberto était en train de coaguler et le sien était encore frais. Cela veut dire que c'est arrivé autour du moment où elle a appelé les secours, peut-être après sa mort. Mais Suzanne réfute cela.
Elle affirme que c'est son petit ami Roberto qui lui a infligé. Suzanne a tiré sur Roberto avec un pistolet de type Walter, qui aurait été rangé dans un placard de la cuisine. On a découvert un holster vide dans sa chambre. Il était à la taille de l'arme retrouvée dans la cuisine. Je ne pense pas qu'il était dans la cuisine par hasard. Je suis à peu près certaine qu'elle l'a placé là exprès. Elle était préparée à cette éventualité. Que s'est-il réellement passé dans la cuisine de Suzanne Cummings? Roberto l'a-t-il attaqué comme elle le clame? Ou l'a-t-elle assassiné de sang-froid? Le joueur de polo argentin Roberto Villegas est retrouvé mort dans la cuisine de sa petite amie, l'héritière Suzanne Cummings. Tout le monde dans la petite communauté où ils vivent a une théorie sur ce drame. Les habitants de Virginie sont de vrais commères. Et les gens du monde du polo, particulièrement les propriétaires, sont les plus grosses de ces commères. Ils ne pouvaient pas s'empêcher d'en parler. Le meurtre d'un joueur de polo reconnu par une millionnaire, qui est la fille d'un marchand d'armes, c'était l'histoire du siècle. Certains disent que Roberto, furieux de se faire rejeter, menaçait de la tuer. Elle dit qu'elle avait toutes les raisons de croire qu'il la tuerait parce qu'il l'avait déjà menacée plusieurs fois, pas juste ce matin-là. Mais les enquêteurs doutent de la version de Suzanne. Ce n'est pas arrivé de la manière dont elle le raconte. Les indices ne mentent pas. La cuisine n'était pas en désordre. S'il y avait effectivement eu une altercation entre les deux, on en aurait retrouvé la trace quelque part. Mais ce n'est pas le cas. Ses pieds et la moitié de ses jambes étaient toujours sous la table à laquelle il était assis quand elle lui a tiré dessus. S'il avait été debout et menacé de la tuer, je ne vois vraiment pas comment on aurait pu retrouver son corps dans cette position. Je pense qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. Il ne fait aucun doute que Suzanne lui a tiré dessus 4 fois. Les menaces qu'il aurait proférées à son encontre justifient-elles qu'elle la batte de sang-froid alors qu'il était assis? Huit mois après la fusillade, Suzanne Cummings est jugée pour homicide volontaire. Elle continue d'affirmer que Roberto est rentré chez elle et qu'il a menacé de la tuer. Mais la défense ne réussit pas à convaincre le jury. Le 13 mai 1998, Suzanne Cummings est reconnue coupable d'homicide volontaire. Je me faisais du souci à propos du verdict. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a quand même été reconnue coupable d'homicide volontaire. Donc, les jurés n'ont pas cru à son histoire de victime innocente. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ce n'était pas un meurtre de sang-froid. Elle l'a tué parce qu'elle pensait qu'il allait la tuer. J'ai parlé à de nombreux amis et à la famille. Suzanne était heureuse de me parler. Son avocat était heureux de me parler. Quand les gens sont prêts à raconter leur version d'une histoire à la presse, ça la rend toujours plus crédible. La sentence? 60 jours de prison et une amende de 2 500 $. J'ai, comme beaucoup d'autres, été abasourdi par la sentence de ce procès. Elle tue quelqu'un et n'écope que de 60 jours de prison. C'était scandaleux. Ça a été dur à avaler quand on l'a appris. La sentence ne correspond pas à la gravité du crime. En ce qui me concerne, je pense qu'elle s'en sort très bien. Suzanne Cummings est libérée après seulement 57 jours de prison. Je pense que certaines personnes dans le monde analyseront cette histoire comme celle d'une femme très riche qui peut échapper à la justice.
En Virginie, si vous êtes riche, les sentences sont plus légères. 1/1000e de la sentence d'une personne pauvre. Dans cette partie de la Virginie, c'est l'argent qui fait la loi. Elle est riche, elle a un bon avocat, elle a été très bien défendue. Pour Susan Cummings, la vie reprend son cours. La riche héritière se retire dans son petit monde, au milieu des animaux, ses seuls véritables amis. L'aventure de Roberto Villegas, elle, se termine là où elle a commencé. Tout le monde a participé pour rapatrier son corps en Argentine. Nous pensons que c'était une bonne personne, quelqu'un de bien. Il était véritablement aimé et il avait beaucoup d'amis ici, en Virginie. Je suis désolée pour Roberto. Il était pauvre. Il est venu dans ce pays pour commencer une nouvelle vie, faire carrière. Il se fait tirer dessus et il meurt.